Je reprends la vidéo de Bis qui était un petit peu morcelée. Alors, nous voulons montrer que phi est un isomorphisme. Nous avons déjà qu'elle est linéaire, il s'agit donc de montrer qu'elle est bijective. Pour montrer qu'elle est bijective, on pourrait prendre une matrice de l'espace d'arrivée et montrer qu'elle admet un et un unique antécédent par phi. Ce serait assez clair, parce que si je me donne une matrice colonne, le fait que U soit un antécédent de cette matrice colonne, ça signifie exactement que les coordonnées de U dans la base B sont les coefficients de la matrice colonne. Donc évidemment, ça me donne un seul vecteur possible de E. Puisque je remarque que l'application phi relie deux espaces, E et Mn1 de K, qui ont la même dimension n, je remarque qu'il suffit de rédiger que l'application est injective pour avoir la bijectivité, que l'application linéaire est injective pour avoir la surjectivité. Ça me fait économiser un tout petit peu, je trouve, au niveau de la rédaction. J'examine donc un élément du noyau de phi et je remarque que cela signifie que sa matrice dans la base B est nulle. Sa matrice dans la base B, c'est la matrice colonne nulle à n lignes. Par conséquent, étant donné que dans cette matrice, on lit les coordonnées de U dans la base B, les coefficients de cette matrice, c'est-à-dire qui sont tous nuls, sont les coordonnées de U dans la base B. C'est la définition de la matrice d'un vecteur dans une base. Donc on lit ici les coordonnées de U dans la base B. Eh bien, on obtient immédiatement que U a des coordonnées nulles dans la base B. Il s'écrit comme la combinaison linéaire des EI avec des coefficients nuls, c'est-à-dire qu'il est égal au vecteur nul. On a donc exactement démontré que le noyau de phi est réduit au vecteur nul, phi est injective. Étant donné qu'on avait bien remarqué que la dimension de l'espace de départ E est la même que la dimension de l'espace d'arrivée de phi, on peut donc affirmer qu'une application linéaire injective, comme phi, est bijective. Une application linéaire injective, une application linéaire bijective, c'est un isomorphisme, ou si vous préférez, c'est une bijection linéaire. Voilà. On aborde donc maintenant la partie 2, c'était celle qui était un petit peu morcelée. Donc nous devons montrer à la fois que psi est linéaire et que c'est une bijection. Pour montrer que psi est linéaire, on ne se pose pas de questions. On n'a pas du tout besoin de regarder l'image du vecteur nul par psi, je ne veux plus voir ça. On a simplement besoin de faire quoi? On a besoin de montrer que l'image d'une combinaison linéaire d'antécédents est la combinaison linéaire des images. Alors, avant de faire ça, je vais remarquer que phi est bien défini. Donc, je vais simplement faire le lien entre psi et phi. Si je prends un élément de l'ensemble de départ de psi, c'est-à-dire un PU-plet d'éléments de E, quand j'écris son image par psi, ça correspond à faire quoi? Ça correspond à écrire la matrice de ce PU-plet dans la base B, et ça, on sait que ça veut dire qu'on met les unes à côté des autres, les matrices de chacun des vecteurs dans la base B, qui sont des matrices colonnes. On met ces colonnes les unes à côté des autres, c'est une écriture par colonne, qui est de façon plus générale appelée écriture par bloc. Mais si je fais le lien avec phi, cela correspond à quoi? Cela correspond exactement à écrire par bloc en mettant donc ici la matrice de U1 dans la base B qui n'est rien d'autre que phi de U1. Ici, pour la dernière colonne, la matrice de U dans la base B qui n'est rien d'autre que phi de UP. Donc, je rappelle ici que chacune de ces matrices, de ces sous-matrices qui constituent un bloc, admet une seule colonne et n lignes. Voilà. D'accord? Et on obtient donc finalement une matrice qui a P colonnes et n lignes. Bien. Donc ça, c'est pour faire le lien entre psi et phi. Alors maintenant, étudions du coup la linéarité en passant par la linéarité de phi, bien sûr. Donc je vais étudier la linéarité de psi. Donc je considère deux éléments de l'ensemble de départ et à chaque fois que je prends un antécédent de psi, ça veut dire que je prends un PU-plet. Donc je dois prendre deux PU-plets d'éléments de E, ça revient à prendre 2P éléments de E, et un scalaire. Je ne formalise pas que ça, c'est mon premier antécédent, d'accord? Ça, c'est mon deuxième antécédent, et je vais faire une combinaison linéaire entre les deux.
Je ne formalise pas forcément, je ne donne pas un nom particulier au PUPLay, ce serait un peu compliqué. Alors, donc je veux considérer l'image de la combinaison linéaire de ces deux antécédents. Donc je forme la combinaison linéaire du premier antécédent qui est le PUPLay U1UP et du deuxième, mais je mets un coefficient que sur le premier, on a l'habitude de ça, qui est le PUPLay V1VP. Alors évidemment, une combinaison linéaire de PUPLay d'éléments de E, ce n'est rien d'autre que le PUPLay dont chacune des coordonnées est la combinaison linéaire des coordonnées correspondantes. C'est-à-dire que la combinaison linéaire de ce PUPLay, c'est le PUPLay dont les coordonnées sont lambda U1 plus V1 pour la première, lambda UP plus VP pour la dernière. Voilà. Donc là, ça, toujours pareil, hein, ça c'est quoi? Ça, comme ceci, est un élément de E puissance P1. Voilà. Donc c'est normal que on étudie son image par psi. Alors maintenant, je vais appliquer ce que j'ai dit au-dessus. Donc, pour faire l'image par psi de ce PUPLay, la matrice dans la base B de ce PUPLay, on met en colonne toutes les matrices de chacun des vecteurs. Et au lieu d'écrire la matrice d'un vecteur dans la base B, j'écris que c'est son image par phi. C'est tout à fait identique. Donc voilà l'écriture par bloc de ce que je suis en train d'étudier. Bien. Alors, si jamais je suis bloqué ici, je me dis que, oui, alors bien sûr, je vais d'abord, je pense, utiliser la linéarité de phi. Voilà. Je vais d'abord utiliser la linéarité de phi. Donc, il est clair que phi étant linéaire, donc ça, c'est par linéarité de phi, je vais décomposer l'image par phi d'une combinaison linéaire de vecteurs. Donc, phi de lambda U1 plus V1, c'est lambda phi de U1 plus phi de V1. Et c'est pareil, bien sûr, pour chacun des vecteurs du PUPLay. Donc là, j'aurai lambda phi de UP plus phi de VP. Très bien. Imaginons que je sois un petit peu perdu. Je sais ce que j'ai à faire pour ne pas perdre de temps à débrouiller mes écritures. J'écris ce que je veux en bas. Ce que je veux en bas, c'est je veux la combinaison linéaire des PUPLay de départ. Image de la combinaison linéaire des images en bas. Donc ce que je veux obtenir, c'est lambda fois l'image par psi, attention, ici c'est psi, l'image par psi du PUPLay U1 UP. Alors il devrait y avoir du coup une double parenthèse, voilà, plus psi du PUPLay V1 VP, élément de E puissance P. Voilà, c'est ça que je veux obtenir. Pour être sûr de ne pas être bloqué, je vais remonter et expliciter ma conclusion. Donc ce que je veux obtenir ici, c'est, donc j'explicite ceci en utilisant la définition de psi. Je sais que l'écriture de l'image par psi de ce PUPLay, c'est la matrice par bloc dont les colonnes sont les images des vecteurs par phi, d'après ce que j'ai dit en haut. Donc j'obtiens exactement ceci et je fais la même chose pour cette image par psi et son écriture par bloc avec les images par phi des vecteurs V1, VP. Et voilà, alors ça c'est la petite technique, la petite astuce pour ne pas perdre de temps, ne pas rester bloqué sur les écritures. Il me reste à vérifier que le passage de là à là fonctionne bien. Bon, alors pourquoi le passage de là à là fonctionne bien? Bah regardez, ça c'est une toute petite manipulation par bloc élémentaire, même si on n'a pas fait le cours sur les matrices par bloc, on va l'admettre. Ici, qu'est-ce que j'ai en bas? J'ai une combinaison linéaire de matrices écrite par bloc, ou plutôt par colonne. Il est clair que, quelle est la première colonne de cette grosse matrice-là? Si je considère tout le membre, je considère cette matrice. Quelle est sa première colonne? C'est bien sûr lambda fois la première colonne de cette matrice, plus la première colonne de celle-là. Donc j'obtiens exactement ça pour la première colonne. Et de la même façon pour la dernière colonne, j'obtiens exactement cette colonne-là. Donc l'égalité ici entre ces deux nombres est bien valide. C'est même pas une écriture par bloc, c'est un calcul d'une combinaison linéaire de matrices colonne par colonne. Donc on a exactement démontré ici, non pas que psi est stable par combinaison linéaire, ce qui n'a aucun sens et que je ne veux plus voir, mais que psi est linéaire. La stabilité, c'est pour un ensemble. Stabilité par combinaison linéaire pour montrer que c'est un sous-EV, éventuellement stabilité par une fonction, mais pas stabilité pour une application. Psi est linéaire. Il nous reste à montrer
montrer que psi est bijective, mais vous l'avez déjà vu dans la version précédente. Pour que ce soit complet, je le refais ici. Cette fois-ci, je vais faire de façon classique puisque je vais considérer que je ne connais pas la dimension de E puissance P, justement. Hein, bien qu'on l'ait fait dans un DM et je l'ai marqué dans le cours, je suppose que je ne le connais pas. Justement, ce sera une bonne façon de l'obtenir dans la propriété suivante. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un élément de l'espace d'arrivée et je vais examiner, chercher tous ses antécédents. Alors, pour cela, ça va me permettre un petit peu d'améliorer ma notation. Pour cela, je vais écrire A par colonne, c'est-à-dire, je vais noter CJ, la jème colonne de A. Ça, c'est une écriture par bloc qui est en fait une écriture par colonne. Donc ici, à chaque fois, j'aurai une colonne, d'accord? Et évidemment, chaque colonne aura le même nombre de lignes que A, c'est-à-dire n lignes. Bon. Donc en gros, pour J variant entre 1 et P, CJ est la jème colonne de A, qui est une matrice Mn1 de K. Dans ce cas, que se passe-t-il? Moi, je cherche les antécédents éventuels de A par psi. Un antécédent éventuel, c'est un élément de l'ensemble de départ, E puissance P, donc un PU-plet d'éléments de E. J'essaie d'examiner l'équation psi de U1 UP égale A. Qu'est-ce que ça veut dire que psi de U1 UP égale A? Eh bien, ça veut dire exactement que on doit avoir, alors j'écris psi de U1 UP avec son écriture par colonne, on doit avoir la matrice écrite par colonne phi de U1, phi de UP, qui doit être égale à la matrice A, c'est-à-dire la matrice écrite par colonne C1CP. On doit donc exactement avoir que pour chaque colonne de A, cette colonne doit être égale à phi de UJ. Phi de UJ, je vous rappelle que c'est la matrice de UJ dans la base B, mais j'utilise quand même phi. Or, on sait que phi est bijective, donc on sait très bien que cette écriture-là, peut être exactement remplacée de façon équivalente par le fait que UJ est l'unique antécédent de CJ par phi, c'est-à-dire l'image de CJ par la bijection réciproque de phi. Voilà. Et ça, évidemment, ça me donne combien de possibilités pour le PU-plet de départ U1 UP? Eh bien, le PU-plet de départ, il n'y a pas 36 000 possibilités, c'est simplement, il est constitué de tous ces vecteurs-là. Donc, il est constitué de phi-1 de C1, etc., phi-1 de CP. Alors, attention, ça, ce n'est pas une écriture par bloc. Je vous rappelle que chacun de ces vecteurs, phi-1 de C1, phi-1 de CP, est un vecteur de E, il pourrait porter une flèche. D'accord? Et que donc, tout ça, c'est un vecteur, c'est un PU-plet de vecteur de E, c'est un élément de E puissance P. Bref, j'ai bien démontré que grand A admet un et un seul, un unique antécédent par psi, qui est là, voilà, qui est entièrement déterminé. Donc, psi est bien bijective. On a bien montré, toujours pareil, que psi est un isomorphisme. Voilà. Alors, j'enchaîne directement sur la propriété suivante. Si j'ai un isomorphisme et que l'espace d'arrivée est de dimension finie connue, et c'est le cas puisque MNP de K est de dimension finie NP, qui est le cardinal de sa base canonique, hein, la base des EIJ, I variant entre 1 et N, J variant entre 1 et P, j'en déduis directement que le E puissance P, l'ensemble des PU-plets de E qui est isomorphe à MNP de K, est de même dimension finie, est également de dimension finie NP. Ça, c'était exactement la propriété 2. C'est beaucoup plus facile de le démontrer comme ça, je vous l'avais annoncé, que de faire ce que je vous avais fait en approfondissement dans le DM, d'aller écrire une base de E puissance P.